C'est parti pour la dernière édition du journal hebdomadaire sur Actu30 Télévision. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous dans cette grande édition du journal. La clôture ce samedi au Centre international des conférences des Kintélu au Congo-Brazzaville du deuxième sommet consacré aux trois bassins forestiers qui sont l'Amazonie, le Congo et Bornéo-Mekong. Dans son intervention à la clôture des 6 assises des 3 jours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a appelé à la mise en place d'une synergie d'action et des stratégies de coopération pour mieux préserver les forêts, restaurer les écosystèmes et lutter efficacement contre la pauvreté en faveur des populations. Il s'agira notamment de mettre en place une synergie d'action et des stratégies de coopération pour mieux préserver nos forêts, restaurer les écosystèmes et lutter efficacement contre la pauvreté en vue du bien-être de nos populations. Pour y parvenir, il nous faudra notamment plus de coopération technique et scientifique en vue du renforcement de nos capacités de lutte contre ce phénomène. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de nouvelles perspectives économiques au niveau global, nos États sont appelés à développer des programmes d'investissement mieux structurés visant non seulement la valorisation de nos ressources naturelles, mais aussi le renforcement de la résilience de nos systèmes socio-économiques face à la crise climatique. La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable, aussi bien dans les 3 bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. La ministre de l'Environnement de la RDC, qui a participé à ces sommets aux côtés du chef de l'État, a insisté sur les dédommagements des nations les plus vulnérables par le pays pollueur. F. Bazaïba revient ici sur les enjeux de ces sommets. Il faudrait que le pays pollueur, par principe des pollueurs payeurs, mettent la main dans leur gibecière, pas en termes de l'aide au développement ou l'aide humanitaire, parce que nous devons quitter ce processus vers un partenariat gagnant-gagnant, qui mettent la main dans leur gibecière pour que nous puissions financer nos projets d'adaptation, nos projets d'atténuation, donner donc cette compensation, que notre population vive de ces ressources naturelles. Parce qu'on dit, non, les pays forestiers sont en train de détruire la forêt. Non, nous ne détruisons pas. Quand je vais chercher des racines, des écorces et des feuilles, en termes de la pharmacopée pour me soigner, je ne détruis pas. Donnez-moi l'alternative, qu'on ait des centres de santé appropriés qui vont me permettre de ne plus mettre la pression sur la forêt. Lorsqu'on dit je détruis moi la forêt parce que je vais utiliser l'énergie, les bois comme énergie à la cuisson, mais qu'est-ce que vous voulez? Que je mange que des crudités? Donnez-moi l'alternative en termes de desserte en électricité et moi je vais arrêter de faire pression sur la forêt. Donc voilà, ça fait partie d'enjeux pour énoncer cela. Et le dernier enjeu, c'est que unis, nous sommes forts, divisés, nous sommes faibles. Le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo, les bassins Bornéo et Mekong, nous devons parler le même langage. Nous avons le même potentiel, nous avons les mêmes responsabilités vis-à-vis de notre peuple d'abord et vis-à-vis de l'humanité. Bien avant de traverser à l'autre rive du fleuve Congo, Félix Tshisekedi a chargé l'inspection générale des finances de diligenter une mission à l'OCC, l'Office congolais des contrôles. Objectif de cette mission, évaluer les manques à gagner enregistrés tout au long de l'exécution du contrat signé il y a 5 ans entre l'OCC et les bureaux Veritas pour la vérification avant l'embarquement des importations en RDC. Le président l'a dit lors de la 117e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé le vendredi à la Cité de l'Union africaine. Les détails dans ses comptes rendus avec le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Le président de la République a reçu le rapport d'évaluation du contrat conclu entre BIVAC et l'Office congolais de contrôle OCC en vue de ressortir les forces ainsi que les faiblesses pouvant permettre à notre pays de se conformer aux exigences internationales. Il en ressort que le contrat de monopole
signé entre les deux parties présente beaucoup de failles qui rendent son application très complexe et dont le taux d'exécution, après plusieurs années, est estimé à moins de 35%. Au regard de la dimension de notre pays, mais également pour des raisons de conformité avec les recommandations des organisations dont la République démocratique du Congo fait partie, notamment l'OHADA et l'Organisation mondiale du commerce, le président de la République a chargé l'inspection générale des finances de diligenter une mission à l'Office congolais de contrôle en vue de valuer les manques à gagner enregistrés tout au long de l'exécution de ces contrats afin de proposer une solution plus avantageuse pour notre pays au vu de la croissance affichée par les opérations des échanges internationaux, tant par les opérateurs économiques résidents que non résidents, ainsi que les particuliers et toutes autres organisations installées dans n'importe quelle partie du territoire national. Le ministre de l'Industrie a appelé à faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage des déchets, des matières plastiques en République démocratique du Congo. C'est le président de la République qui l'a également dit lors du Conseil des ministres. Pour lui, le déploiement d'une entreprise de recyclage est une opportunité pour la création d'emplois rémunérés. Si les déchets deviennent de matières premières rémunératrices, le président de la République a fait le constat que cette opportunité de déploiement d'une filière industrielle de recyclage de déchets de produits plastiques, source de création d'emplois rémunérés tant qualifiés que non qualifiés dans la capitale, n'a pas encore démarré de manière optimale, malgré la présence de quelques acteurs privés y opérant. Conséquence de cette situation, toutes les communes de la capitale subissent les spectacles dégradants et inadmissibles des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. En outre, la propension à générer un tonnage quotidien des déchets ménagers et industriels sera croissante du fait du développement socio-économique qu'enregistreront nos grandes agglomérations nationales en général et particulièrement la ville de Kinshasa. Cette situation constitue à la fois un défi de gouvernance et une opportunité économique. Le président de la République a invité le ministre de l'Industrie à faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage de déchets de matières plastiques. Par ailleurs, et au vu du constat manifeste de la nécessité de booster ces secteurs de l'économie circulaire, le ministre de l'Industrie est appelé à présenter de propositions d'incitation quant à son développement, ainsi le modèle d'un écosystème industriel dans les recyclages de déchets soutenu par une politique publique pourra être dupliqué dans d'autres villes du pays. Et dans le reste de l'actualité du jour, la République démocratique du Congo scelle un partenariat avec Citibank pour la bancarisation des diplomates congolais. Le protocole d'accord a été signé ce samedi au ministère des Affaires étrangères par 3 membres du gouvernement, Sama Lukonde et le directeur général des Citibank filiale RDC. Objectif de cette collaboration, améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de la diplomatie congolaise. Reportage. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances et le vice-ministre du Budget, les 3 personnalités ont représenté la République démocratique du Congo qui a scellé un partenariat avec Citibank pour la bancarisation des diplomates congolais. Le lancement de la bancarisation a été décidé après un état des lieux de la diplomatie congolaise tel que dressé par la commission mixte paritaire de ces 3 ministères. Constat fait, la diplomatie congolaise était presque à l'abandon financièrement. Les ambassadeurs n'avaient pas de moyens de mobilité sans compter les arriérés des salaires. Citibank, cette institution bancaire désormais en collaboration avec la République démocratique du Congo, est installée dans au moins 100 pays dans le monde, comme quoi tous les diplomates congolais où qu'ils soient recevront désormais leurs salaires et frais de fonctionnement et autres financements sans trop de casse-tête. Cette solution de paiement qui permettra de centraliser les engagements de l'État auprès de toutes les missions diplomatiques de la RDC à travers le monde, mais également à donner au ministère un meilleur contrôle sur les coûts liés au change et donner les outils de gestion des paiements. Ces paiements se feront à partir de notre plateforme électronique que nous appelons Citi Direct, qui existe et est opérationnel dans plus de 100 pays.
Avec la bancarisation, fini les arriérés des salaires et autres retards de décaissement des fonds destinés aux représentants et autres personnels de la diplomatie congolaise. Pour ce qui est de la bancarisation, comme je l'ai expliqué, c'est le souci justement de continuer de parfaire ce qu'on est en train de faire. Nous voudrions que chaque fin de mois, chaque diplomate là où il se trouve, et nous avons le devoir de les protéger parce qu'ils sont loin justement. Chaque diplomate là où il se trouve reçoive dans son compte à date fixe son salaire, son loyer payé, et que cela cesse d'être un souci définitivement pour cette catégorie de nos compatriotes qui défendent le pays à l'étranger. Pour le vice-premier ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie congolaise, il s'agit d'une autre réalisation à mettre à l'actif du gouvernement Sama Lukonde et du mandat du président de la République Félix Tshisekedi. Ce mécanisme, la bancarisation et la mensualisation des salaires, des loyers, des frais de fonctionnement, et on a oublié peut-être aussi, on va exploiter la branche assurance pour nos agents à l'étranger. Ce mécanisme facilite justement la gestion de tous ces fondamentaux de la vie de nos diplomates. Pour terminer, je voudrais vous dire que celui qui ne fait pas confiance au président, qui ne fait pas confiance à l'équipe de Warrior dirigée par le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde, celui-là, il est en tort, il a fait un mauvais choix. Faites-nous confiance et le Congo sera relevé. Le gouvernement s'attelle également à payer tous les arriérés, dont certains de plus de 25 ans. Depuis l'entrée de l'actuel exécutif, plus de 205 millions ont été dépensés, dont 58 millions de dollars au titre des salaires et arriérés, ou encore 47 millions pour apurer les frais locatifs des ambassades. Sachant qu'au cours de cette cérémonie, le vice-ministre des budgets a annoncé la paye des fonctionnaires dès ce lundi 30 octobre. Il a également évoqué les raisons du retard enregistré. Je vous informe que la liquidation vient de se faire et que la paie va commencer le lundi, le 30 et lundi de la semaine prochaine. Les retards, les motifs et que le gouvernement a pris en charge les nouveaux mécanisés. Donc, pour un nombre de 43 000, alors il fallait un impact, et cet impact devrait respecter les planchers arrêtés avec les fonds monétaires pour rester dans les normes en ce qui concerne la masse salariale. Donc, j'informe à la presse ici que la paie pour le mois d'octobre a connu un petit glissement à cause de l'impact sur la prise en charge des 43 000 agents mécanisés. Et c'était un effort pour le gouvernement, pour les gens qui ont presté et qui n'étaient pas payés. À la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont déclaré recevable lors de la plénière du vendredi la proposition modifiant la loi relative à la sécurité sociale des parlementaires. D'après le député Faustin Tongao, initiateur de la proposition, ces textes va notamment résoudre des nombreux problèmes liés à une vie précaire auxquels sont confrontés les parlementaires à la fin de leur mandat. Mibeko ezali lelo yo en vigueur. To yekolaki yango pe tomonaki ke ezalaki na ba disposition mingi o il fallait tomeka ko bongisa yango ko améliorer yango pour répondre na ba préoccupation oyo ba député bazana yango surtout tango yo député asilesi asukesi mandat na ye lobby a commis simple citoyen kobika na ye et commis passe. Parce que alors que à saléri l'État pour voter la loi, pour contrôler le gouvernement, mais l'objet va la mutomoko pamba boye na cité et da malamute. Tomeka ki ko proposer na bandeko na biso, ba collègue na biso, ba proposition et amélioration, yango tomeka ki loi modifiée et complétant la loi initiale. Alors to tiaki makammingi ya sika na kati ya loi wana, notamment o etali service ya sesopa. Mais qui est division et comme direction, tali makambo ya âge, tango nini nde député
akoki kozwa retraite na ye député oyo akoti na assemblée na âge ya 25 ans lobby asilisi mandat na ye na âge ya 30 ans 5 ans après est-ce qu'il a commis retraité? Est-ce qu'on peut être retraité à 30 ans? Ce n'est pas normal. Yango trouvait quand même que total la ndenge nini ezali kosalema na bikolo mosusu ndenge nini ezali kosalema na régime général oyo CNSS ezali kogere ndenge nini ezali kosalema na régime spécial oyo administration publique pour que biso pe tozala penza mosika na yango te yango tolingaki totombola âge eleka na 50 ans po ekoma na 60 ans bamonaki débat ezalaki makasi na niveau wana mais eloko ya malamu ezali ke ba collègue ba juger loi recevable peut tokende ko approfondir étude ya loi wana na niveau ya commission sociale et culturelle pour tozunga sous na plénière afin qu'elle soit adoptée. La commission interministérielle de suivi des traitements des enfants dans les mines artisanales Systema a clôturé vendredi à Kinshasa son assemblée plénière essentiellement consacrée à la présentation des résultats de l'opération d'identification et d'enregistrement des enfants travaillant dans les sites miniers et la validation de la stratégie nationale révisée sectorielle de lutte contre les travails des enfants. Parmi les stratégies mises en place pour lutter contre les travails des enfants dans les mines, il y a notamment la formation du secteur minier artisanal. L'autre défi relevé par les actes est celui relatif au défi. Durant 2 jours, soit du 26 au 27 octobre, la commission interministérielle des suivis des travails des enfants dans les mines artisanales, Systema, a organisé son assemblée plénière à Kinshasa. Au cours de cette plénière, les résultats des activités pilotes d'identification et d'enregistrement des enfants travaillant dans les mines ont été présentés. La plénière a ensuite validé la stratégie nationale révisée de lutte contre les travails des enfants dans les mines. Les stratégies retenues sont entre autres la promotion des chaînes d'approvisionnement responsables, la maîtrise des données sur les travails des enfants et la protection sociale. Je vous informe que le gouvernement de notre pays est déterminé à accroître davantage les mesures d'assainissement dans les chaînes d'approvisionnement responsables des minerais. Il compte sur les efforts de tous pour gagner le pari zéro enfant dans les mines à l'horizon 2030, tout en recommandant aux autres partenaires l'implémentation du SSRTE, non seulement dans d'autres sites miniers, donc en dehors des 6 visés, mais aussi dans d'autres filières et dans d'autres provinces minières, et de s'impliquer dans la mise en œuvre des innovations apportées par la révision de la stratégie susvisée, afin de renforcer les mesures déjà préconisées pour la lutte contre le travail des enfants dans les mines. La représentante pays de l'OIT a invité les acteurs impliqués dans ces processus à s'approprier des outils du système de suivi des rémédiations du travail des enfants. Système de suivi et de rémédiation au travail des enfants. Si on parle de la pérennisation de la lutte contre le travail des enfants, que nous sommes en train de faire, c'est à travers le SSRTE. Il faut que les enfants soient identifiés, enregistrés, et puis après, comment les rémédiations seront apportées pour vraiment sortir les enfants de cette misère du travail des enfants. Selon l'étude menée par Systema, grâce au système de suivi des rémédiations du travail des enfants, 2796 enfants travaillent dans 6 sites miniers dans les Haut-Katanga et les Lualaba. Elle a été financée par les États-Unis à travers les projets Coteco. On passe à présent à l'actualité en Provence. Des mouvements citoyens de la ville de Goma ont organisé vendredi un deuil collectif en mémoire des victimes tuées par les rebelles ADF et M23 dans les territoires des Béni, Rutshuru et Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, réunis au stadium de l'UIC Goma avec des banderoles. Ces activistes appellent les autorités congolaises de passer à l'action pour mettre l'ennemi hors état de nuire. C'est vraiment toutes les victimes qui sont tuées par le M23 dans cet épisode de l'agression rwandaise à travers le M23. C'est ainsi que nous avons décidé de faire ce deuil collectif, bien que nous semblons être muselés par l'angoisse. Le message que nous passons au gouvernement congolais, de pouvoir tout faire pour libérer ces entités aujourd'hui occupées par le M23. Malheureusement, il me semble que
le gouvernement congolais a oublié toutes les victimes et toutes les entités aujourd'hui occupées par le 1-23, bien que ce gouvernement, nous sommes en train de les décrier, qu'ils se cachent derrière ce qu'on appelle les cessez-le-feu et les retraits stratégiques, alors que le 1-23 continue à distribuer l'angoisse à toutes les populations et les citoyens congolais dans la partie de l'Est, en particulier à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, même à Beni. Oui, l'ADF continue aussi à tuer puisque l'ADF a commencé les tueries, les massacres des populations au niveau de l'Oicha. Au cours de la semaine, 27 personnes ont été tuées au niveau du Beni. Et donc, avant-hier, l'M23 a tué plus de 80 personnes au niveau de Kanyangi. Et donc, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que ressortissants de ces partis occupés par l'M23, nous sommes en train de pleurer les nôtres, bien que le gouvernement congolais semble nous avoir abandonnés. On passe à présent au sport. Le FC Saint-Oloa Lupopo termine la manche allée du championnat national de football, la Ligue 1, par une victoire enregistrée ce samedi face à l'US Chikuku, 1-0, score final dès la partie. Dans les restes des rencontres du groupe A de la Ligue 1, le Lumbashi Sport et la JS Groupe Bazano se sont séparés sans score du parité en but partout. Dans le groupe E, l'OC Renaissance du Congo a été battu sur le score de 3-0 à Kindu par l'AS Maniema-Union au stade Joseph Kabila. Fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour cette édition du journal. Merci à vous pour votre réelle attention.